Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art et Culture, le podcast des amateurs d'art et des curieux avec Célia Morand. Au programme aujourd'hui, avec Farah du blog Un souffle d'histoire, on découvre les origines des Médicis à Florence, leur importance dans le développement de la Renaissance italienne, mais on parle aussi de girafes, de doigts momifiés et de bûchers. Vous voulez en savoir plus ? Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par notre conversation. Juste avant de commencer cette discussion, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les photos mentionnées dans cet épisode sur Instagram, sur la page Art et Culture Podcast, tout attaché, et sur le blog La Balançoire de Fragonard. Bonne écoute! Bonjour Farah, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es la rédactrice du site internet Un souffle d'histoire au pluriel, et comme tu le décris très bien dans ta bio, tu es toujours à l'affût de la moindre pépite culturelle, et ce sont ces pépites que tu vas nous présenter aujourd'hui, en parlant plus particulièrement de Florence, une ville qui tient particulièrement à cœur. Merci Célia de m'avoir invitée, c'est un vrai plaisir de faire ce podcast avec toi, surtout pour parler de Florence, tu sais, la ville coup de cœur un peu d'un souffle d'histoire. Je suis tombée amoureuse en fait de cette ville lors d'un séjour là-bas dans le cadre de mes études, et du coup oui, c'est vraiment un bonheur de parler de cette ville magique. Oui, cette ville est absolument magnifique pour ceux qui ont la chance de la connaître, et ceux qui ne la connaissent pas, filez découvrir, c'est vraiment trop beau. Donc aujourd'hui avec toi, on va se concentrer sur une période particulière de Florence, son apogée d'une certaine manière, avec les Médicis. Ah oui, c'est sûr que c'est vraiment cette famille qui a marqué l'histoire de Florence. C'est d'ailleurs une ville qui est connue pour être le berceau de la Renaissance, qui doit donc beaucoup à cette famille. Alors juste pour situer un petit peu Florence à cette époque, il faut savoir donc à la Renaissance, donc c'est-à-dire à partir disons du 15e et 16e siècle, en fait c'est censé être une république. En fait, le royaume d'Italie n'existe pas en tant que tel, puisque c'est un territoire morcelé entre plusieurs principautés comme Milan, Venise, Rome, Naples, etc. Et donc Florence, à ce moment-là, est indépendante, c'est une cité indépendante, et c'est une république. Ou en tout cas, c'est censé être une république sur le papier, mais dans la pratique, c'est totalement différent, en fait, puisque les Médicis ont le pouvoir. Alors, je te propose, en fait, de voir comment ils ont commencé à acquérir un tel pouvoir. Alors tout commence déjà avec Giovanni de' Medici, Jean de Médicis en français, mais c'est quand même plus stylé de le dire en italien. Continue en italien alors. Super. Qui fonde la banque des Médicis en 1397. Donc ça c'est le starting point du pouvoir des Médicis, puisque comme tu le sais Célia, c'est des banquiers extrêmement importants qui vont finir par devenir d'ailleurs des banquiers des rois et des papes, donc preuve de leur haute renommée. Les Médicis vont même se trouver à la tête du royaume de France, alors pas au niveau des rois, mais côté reine. Ah oui, 2 reines de France quand même, et 2 papes aussi. Les Médicis ont du pouvoir. Mais en fait, tout commence vraiment avec Cosimo il Vecchio, donc comme l'Ancien, que vous connaissez peut-être si vous avez regardé la série Les Médicis maîtres de Florence. Et donc avec cette série, on voit en fait Cosimo il Vecchio en fait prendre le pouvoir sur Florence, puisqu'il va en fait rejoindre la seigneurie, donc c'est disons l'autorité municipale, enfin le gouvernement de Florence, de la République de Florence. Et ce qui est assez exceptionnel d'ailleurs, puisque les Médicis ne sont pas du tout issus d'une famille noble. Ce sont donc, comme je te le disais, des banquiers et aussi des marchands de laine et de textiles. C'est ce sur quoi repose aussi leur richesse. Et donc Cosimo, en fait, il est très habile. Et du coup, il sait se faufiler, se frayer un petit chemin parmi les grandes familles de la noblesse, et notamment par rapport au concile de Ferrare, tu sais, donc il va y avoir une succession de conciles qui commencent à Bâle et qui va finir à Rome en passant par Ferrare et Florence. Et il va profiter de ce concile qui a pour but d'unifier en fait l'Église d'Occident et d'Orient du coup, pour justement proposer à certains venus d'Orient de rester à Florence. Et donc avec eux, forcément, ils apportent aussi une culture que nous, on avait un peu perdue en Occident, donc par rapport à la culture grecque notamment, avec les écrits de Platon, etc. Donc là, il y a déjà un petit peu un renouveau, si tu veux, un nouvel élan culturel. Mais c'est vraiment sous le règne, si je puis dire, de son petit-fils, Lorenzo de' Medici, le fameux, c'est mon petit chouchou, je l'adore. Et lui, il a que 20 ans quand il reprend le flambeau, quand son père, Pierre le Goutteux, décède. Et lui, en fait, Lorenzo, il reçoit vraiment une éducation princière. Donc il va avoir un goût prononcé pour la littérature, pour la poésie. Il écrit d'ailleurs lui-même des poèmes. Donc voilà, c'est un poète à ses heures perdues. Il aime aussi beaucoup l'art. Il fonde d'ailleurs une école de sculpture où Michel-Ange étudiera. Et puis c'est surtout un mécène, hein. Il aime beaucoup soutenir les artistes comme Botticelli, De Vinci, Filippo Lippi, Ghirlandaio aussi.
C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il participe à ce nouveau souffle culturel et artistique. C'est que vraiment, c'est lui qui va les mettre en avant, c'est lui qui va instaurer cette nouvelle ère un petit peu prospère pour l'art dans la belle cité de Florence. Et qui va peut-être aussi mettre en avant ces artistes qui aujourd'hui sont connus. Si on les connaît aujourd'hui, De Vinci, Botticelli, c'est probablement parce que Laurent de Médicis a participé à leur développement artistique. D'ailleurs, il me semble que Michel-Ange a vécu un certain temps chez les Médicis, et ça, il l'oubliera jamais. C'est une faveur qui l'a beaucoup touché, et oui, donc il est très proche en fait des artistes, et il me semble aussi qu'il était assez proche de Sandro Botticelli, à ce niveau-là. Et Laurent de Médicis était aussi très porté sur la philosophie, il me semble. Ah oui, bah carrément, puisqu'il va demander à Marcille Ficin, que Cosimo avait placé à la tête de l'Académie platonicienne de Florence, de traduire des ouvrages, notamment de Platon et de Plotin, donc du grec au latin. Donc c'est aussi à ce moment-là, comme tu le sais, Célia, l'Antiquité est de retour à la Renaissance. Il y a vraiment un engouement général pour cette période. Et c'est vrai que Lorenzo, oui, il est complètement dedans. C'est lui, il aime beaucoup le courant néo-platonicien, et c'est pour ça aussi qu'il demande la traduction de ces auteurs grecs. On retrouve aussi pas mal de représentations de cet homme. On peut imaginer Lorenzo le Magnifique, un homme très beau physiquement. Et quand on regarde ses portraits, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Oui, c'est assez incroyable, c'est que c'est un homme qui est extrêmement charismatique, mais son visage, en fait, il a un visage asymétrique, une myopie. Donc, il a conscience d'ailleurs d'avoir un physique quelque peu laid. Donc Lorenzo le Magnifique était pas si magnifique que ça. Non, c'était plus un surnom par rapport à ses exploits politiques contre le pape, dont on pourra parler d'ailleurs plus tard. Mais non, c'est vrai que physiquement, c'était pas Brad Pitt, quoi. Mais ça l'empêchait pas d'avoir une maîtresse, la fameuse Lucrezia Donati. La plus belle femme d'Italie, c'est celle-là ? De Florence, en tout cas. Après, peut-être d'Italie aussi, je ne sais pas. Mais de Florence, c'est déjà pas mal. Tu as parlé rapidement de l'importance diplomatique de Lorenzo de Medici, en italien. Tu as une anecdote d'ailleurs à ce sujet qui est assez originale. Oui, tu penses à la fameuse girafe Médicis ? Absolument, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus dessus, s'il te plaît ? Ah oui, avec grand plaisir, c'est une anecdote que j'aime beaucoup, qui me fait très rire. En fait, pour t'expliquer un peu le contexte de ma découverte, quand j'étudiais à Florence, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de fresques avec des girafes. Sauf qu'à la Renaissance, à Florence, une girafe, je ne savais pas du tout d'où elle sortait. Je me suis dit, mince, est-ce que c'est des peintres qui savent pas maîtriser leur coup de pinceau et qui ont voulu représenter des chevaux avec de longs coups, je ne sais pas. Et donc j'ai demandé à mon professeur. Et en fait, il m'a expliqué que c'est parce que en 1487, il y avait un sultan d'Égypte qui a offert un cadeau diplomatique à Lorenzo de Medici, donc cette fameuse girafe, qu'on appelle donc la girafe Médicis, afin de solidifier leur rapport diplomatique. Et donc c'est un cadeau bien singulier. Et si on pourrait croire que c'est un rappel de la grandeur et de la magnificence des Médicis, qui pourrait être le cas aussi, eh bien en fait, figure-toi que c'est un rappel du pouvoir de César, puisque en fait Jules César, à la suite de sa victoire à la bataille de Thapsus en Tunisie, donc le 6 avril 46 avant Jésus-Christ, eh bien c'est le premier à avoir ramené à Rome une girafe. Donc c'est la première sur le sol européen. Rien que ça, quand même. Et chez les Romains, comment on appelait la girafe ? Parce que le nom de girafe provient d'Italie, c'est beaucoup plus tardif, mais comment les Romains appelaient les girafes ? Alors, ils l'appelaient un caméléopard. Et pourquoi un tel nom ? À cause de sa ressemblance avec le chameau, pour sa taille, pour ses formes aussi peut-être, et aussi de la couleur de sa peau avec celle d'un léopard. Voilà. Donc ils se sont pas foulés, quoi. Tout à fait. Et le mot girafe arrive, lui, beaucoup plus tard, c'est ça ? Oui, je crois que ça vient du mot girafa, donc qui date du XIIIe siècle. Et c'est probablement en même temps que l'arrivée d'une girafe à la cour de Frédéric II. C'est très certainement à ce moment-là que le terme est apparu. Et adopté dans le langage. Et c'était une sacrée girafe. Et en fait, c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'on a le récit dans un manuscrit conservé à la bibliothèque, dans une bibliothèque à Florence, dans lequel l'auteur en fait décrit cet animal. Et c'est marrant parce qu'on voit qu'il n'est pas du tout familier avec cet animal, et du coup il le décrit avec des pieds pareils à ceux du bœuf. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il raconte en fait la curiosité du peuple qui est vraiment étonné de voir un tel animal, et du coup qui vont vraiment, si tu veux, l'adopter, quoi. Ils vont vraiment l'apprécier, et ils vont même aimer monter sur son dos. Carrément. Et ouais, carrément. Et j'imagine que c'était une chippie, cette girafe, non ? Ah ouais, complètement. On lui passait tout. Ouais.
Oui, oui, bah, d'ailleurs, elle avait pas en fait de régime alimentaire strict, et du coup, elle pouvait manger n'importe quoi. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, quand il y avait, l'auteur justement de ce manuscrit nous raconte que de temps en temps, quand il y avait des femmes ou des paysans qui passaient avec un panier rempli de provisions, de pommes, etc., eh bien elle, vu qu'elle avait le long cou, c'était pratique pour elle, eh bien elle avait juste à se pencher et hop, elle chopait les pommes, et voilà, ça lui faisait son petit repas, son petit 4 heures. Donc oui, une vraie chippie. Ouais, c'est une sacrée girafe. Et d'ailleurs, elle était bien dorlotée, hein. Elle résidait dans les écuries du pape. On la tenait à l'abri du froid avec beaucoup de fumier. On faisait des feux près d'elle, etc. Mais bon, malheureusement, comme tu peux t'en douter, elle n'a pas supporté les conditions climatiques de Florence, et donc elle en est morte en fait 1 an après, je crois, en 1488. Oui, c'est le souci généralement avec les animaux à cette époque. Les animaux exotiques qui venaient en Europe ne faisaient malheureusement pas long feu, parce que les conditions climatiques n'étaient pas idéales. Comme tu dis. Mais du coup, c'est tout le peuple qui était en deuil. J'imagine, oui, tout le peuple, s'il pouvait plus se balader sur son dos, quelle tristesse. Mais au moins, il n'y avait plus de vol de pommes. Au moins, c'est certain. Donc si on en revient à nos Médicis, personnage diplomatique très important, tu viens de nous le préciser, mais j'imagine que qui dit homme de grande importance dit aussi ennemi. Bien sûr. Toujours, sinon ce ne serait pas drôle. Est-ce que tu pourrais nous raconter un des événements marquants de la vie des Médicis en lien avec leurs ennemis ? Ah oui, bien sûr, là je ne peux m'empêcher de penser à la conjuration des Pazzi. Dis-moi tout. C'est un événement qui va beaucoup marquer Florence et le règne de Lorenzo de Médicis. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme tu le disais, le pouvoir des Médicis, forcément, ça va faire éclore des rivalités, surtout auprès de grandes familles de la noblesse florentine. Forcément, ils vont pas apprécier se faire voler la vedette par une famille de banquiers qui n'est pas du tout noble, quoi. Et notamment la famille Pazzi. Donc elle, c'est une famille noble qui s'est illustrée notamment lors des croisades. Eux, d'ailleurs, on le voit très bien dans la série dont on parlait tout à l'heure, ça leur plaît pas trop. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fomenter un petit plan pour déchoir Lorenzo et son petit frère Giuliano. Et ils vont pas s'arrêter là, ils vont créer des alliances avec Rome. Donc là, je pense au pape Francesco della Rovere, donc il devient pape en 1471 sous le nom de Six IV. Et donc lui, avec la complicité de Girolamo Riario, qui est son neveu, bien, il projette de s'emparer de Florence. Rien que ça. Rien que ça, oui, c'est un pape un petit peu ambitieux. Donc j'imagine ne plus avoir Lorenzo de Médicis dans Florence pourrait aider les choses. Exactement. Et du coup, comme l'ennemi de ton ennemi est mon ami, du coup il va s'allier aux Pazzi, et ce qui va conduire en fait ce petit groupe à préparer un attentat en fait pour tuer tout simplement Lorenzo et son petit frère. Parce que oui, si on en tue un et on laisse l'autre, ça le fait pas trop, quoi. Ensuite, t'as la revanche, ça va finir en, tu sais, comme les Capulet et les Montaigu, à n'en plus finir. En vendetta continue. Exactement. Et du coup, on en arrive au 26 avril 1478, dans la fameuse cathédrale Santa Maria del Fiore. Tout le monde la connaît parce que c'est un trésor architectural incroyable, mais peu de gens savent finalement ce qui s'est passé à l'intérieur. Et du coup, on en revient au 26 avril 1478, où les conjurés arrivent avec les armes dissimulées, évidemment, sous leur manteau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pendant la messe de Pâques. Rien que ça. Donc, double sacrilège, c'est-à-dire que on fomente un petit coup d'état, un petit push, comme on dirait aujourd'hui, dans une cathédrale, et en plus le jour de Pâques. À ce moment-là, du coup, le suspense est à son comble, jusqu'au moment où Giuliano et Lorenzo s'agenouillent. Et là, à ce moment-là, ils décident de frapper, ils dégainent leurs épées, et Giuliano, à ce moment-là, il est assailli par ses ennemis qui le poignardent, en fait, de pas moins de 19 coups, quand même. C'est impressionnant. Non, le temps des demi-mesures est révolu, là, Célia. Et qu'est-ce qui se passe pour Lorenzo ? Il est blessé au cou, mais il parvient à s'éclipser dans la sacristie de gauche. Et là, à ce moment-là, ça va être terrible parce qu'il va y avoir une véritable vendetta. En fait, le peuple va se ranger du côté des Médicis. Et là, c'est fini, en fait, pour la maison des Pazzi. Il y en a qui vont mourir, qui vont être pendus sur la place de la seigneurie. Et puis, ceux qui sont pas morts, eh bien, ils vont être tout simplement poussés un peu gentiment à l'exil. Oui, j'imagine, après un tel attentat contre pas le roi, mais contre le chef de la République de Florence, on s'attendait pas à moins. Ouais, c'est sûr. Et donc, finalement, entre les condamnés et les exilés, la maison des Pazzi, elle est tout simplement anéantie. Et est-ce qu'il y a des preuves de cette destitution de la famille Pazzi dans certains coins de Florence ou
Où est-ce qu'on peut vraiment ressentir cette haine qu'avaient finalement les Florentins envers cette famille une fois cet attentat produit? Oui, bah alors c'est une très bonne question puisque ça me permet de faire la transition avec la fameuse basilique Santa Croce que j'aime beaucoup puisque à l'intérieur en fait il y avait une chapelle qui était donc dédiée à la famille des Padi. Sauf que comme elle a été anéantie, il y avait plus personne en fait à enterrer là-bas. Et puis peut-être qu'aussi le peuple florentin n'a pas jugé bon de les enterrer dignement dans une chapelle alors que c'était quand même des conjurés, faut le rappeler. Quand même. Voilà, ce qui explique qu'aujourd'hui cette chapelle est vide. Totalement vide, il n'y a rien du tout. Enfin, il y a de jolies fresques, je crois, mais c'est tout. Oui, tout le mobilier, tout ça, ouais. Tout a été enlevé et ça reste un espace vide. Et personne n'a repris l'espace, c'est bizarre. Ouais, peut-être que soit les personnes n'ont pas voulu être enterrées là où devaient être enterrés des conjurés, soit peut-être qu'ils ont voulu préserver par souci de respect, je ne sais pas. Oui, par rapport aux ancêtres qui, eux, avaient été importants et leur lien peut-être avec les croisades, comme tu le citais précédemment. Et Santa Croce est une basilique relativement importante et elle a la particularité d'accueillir les sépultures d'un grand nombre de célébrités florentines. Célébrités, c'est peut-être pas le nom, mais en tout cas de personnages historiques très importants pour cette ville. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, nous donner quelques informations supplémentaires? Oui, bien sûr. Alors c'est exactement ça. Santa Croce, comme tu le sais, c'est une basilique qui a commencé à être construite en 1294. À la base, c'était une petite église, et donc elle est dédiée à Saint François d'Assise, etc. Donc elle est vraiment magnifique. Mais effectivement, comme tu le disais, Célia, ce qui fait vraiment son charme, si je puis dire, c'est qu'elle abrite en fait une sorte de panthéon des personnalités qui ont marqué la ville de Florence. Et dans bien des disciplines, qu'il s'agisse de la philosophie et de la politique, là je pense notamment au tombeau de Machiavel et de Leonardo Bruni, ou bien des arts, puisqu'on voit le tombeau de Michel-Ange, le tombeau aussi de Ghiberti, je crois. Et il y a aussi un cénotaphe en l'honneur de Dante, lui qui est en fait enterré à Ravenne, mais voilà, il y a quand même un cénotaphe en son honneur. Et puis je pense aussi au domaine des sciences avec le magnifique tombeau de Galilée. Donc il a un très beau monument funéraire, on voit d'ailleurs un télescope. C'est pas lui qui l'a inventé, certes, mais il a quand même contribué à son évolution. Tout à fait. On voit aussi une échelle qui est le symbole de sa famille, l'emblème de sa famille. Et par contre, ce qui est marrant avec ce monument funéraire, c'est que il manque un doigt au corps de Galilée. Comment ça? On voit le corps de Galilée et il lui manque un doigt. En fait, on ne voit pas son corps, mais si tu te balades un peu dans les petits musées de Florence, tu tombes vite sur le musée de Galilée, dont je recommande d'ailleurs la visite, il est excellent. Et moi, j'ai été surprise en me baladant entre les globes, tu sais, les outils d'astronomie, de sciences, etc., de tomber sur une sorte de baguette magique, un tronc de bois, dans une sorte de cloche, dans un œuf, tu sais, en verre. Oui. Et en fait, quand tu te penches sur cet objet, tu te rends compte que c'est le doigt de Galilée. Rien que ça. Et ouais, c'est un peu, tu sais, comme Peter Pettigrew dans Harry Potter, dont il restait qu'un doigt, voilà, là c'est pareil avec Galilée. Mais comment on en est arrivé là, avec ce doigt momifié de Galilée dans le musée? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Galilée, enfin comme tu le sais et comme vous le savez tous, il était persécuté par les partisans de la théorie géocentrique. Et donc il a été condamné à la prison en 1633. Et ensuite, il a été enterré dans une très modeste pièce. Enfin, l'église n'a pas jugé bon de lui donner un monument funéraire à la hauteur de ses découvertes, quoi. Oui, on était encore dans cette période où on pensait que la Terre était le centre de l'univers. Voilà, exactement. Sauf qu'au XVIIIe siècle, donc à une période peut-être un peu plus ouverte, c'est le siècle des Lumières, ne l'oublions pas, eh bien le corps va être transféré dans justement la basilique Santa Croce. Mais à ce moment-là, je ne sais trop comment, on lui retire 3 doigts, une dent et une côte. Mais pourquoi? Alors là, je n'ai aucune idée. Pour avoir des reliques de Galilée. Voilà, c'est ça. Et donc ensuite, ils ont été égarés, je crois, par inadvertance jusqu'à être découverts récemment. Et voilà comment le doigt de Galilée a terminé dans le musée qui lui est dédié aujourd'hui. Oui, c'est vrai, donc je mettrai pour les auditeurs une photo que tu m'avais transmise de ce doigt. Et c'est vrai que c'est particulièrement dégoûtant. Tu peux le dire, oui, c'est une sacrée histoire. Mais moi, ce qui est marrant, c'est que j'aime à dire que c'est le doigt qu'il utilisait pour appuyer sa théorie héliocentrique, donc pour montrer le soleil, ou bien c'est le doigt qu'il élevait contre ses détracteurs. Le majeur, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et si on en revient aux Médicis, quelle va être la raison, ou une des raisons, de la chute de leur pouvoir, ou de la chute de cette famille d'une certaine manière au sein de Florence? Alors c'est vrai que le personnage le plus emblématique peut-être de la renaissance de Florence par rapport aux Médicis, c'est incontestablement Lorenzo. Mais
lui, donc, il va décéder en 1492. Même date que la découverte des Amériques. Exactement, date aussi de la Reconquista. Donc vraiment, lui, il a fait la Renaissance du début jusqu'à la fin. Sauf qu'en fait, ensuite, va entrer en scène un nouveau personnage dont on n'a jusqu'à maintenant pas encore parlé. Il s'agit du frère Savonarola. Mais qui est-ce? Alors Savonarola en italien, c'est un frère un petit peu extrême sur les bords, qui va en fait condamner les mœurs légères en fait instaurées par les Médicis dans la cité de Florence. Il va être exaspéré par le luxe, par la frivolité, par la luxure, et il va prôner un véritable retour à un ascétisme chrétien. Il va d'ailleurs évoquer le Christ comme le roi du peuple de Florence. En fait, il veut vraiment installer, si tu veux, une théocratie à Florence, quoi. Tout ce qui avait été mis en place par les Médicis avec cette abondance, ce luxe, cet art, tout cela devait être détruit. Voilà, exactement. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'en fait, c'est un personnage extrêmement charismatique qui va vraiment gagner en puissance. Il va prendre de plus en plus de pouvoir et notamment, et c'est là en fait que le roi de France entre en scène aussi, incroyable cette pièce de théâtre où des personnages de partout arrivent. Mais en fait, en 1492, je crois, le roi Charles VIII se rend en Italie pour s'emparer de Naples. Quelque temps avant son passage, Savonarola avait annoncé l'arrivée d'un fléau terrible sur Florence. Et donc forcément, quand l'armée française arrive à Naples, et bien sûr le passage, il passe par Florence, qui est sur le chemin, disons. Donc le fils de Lorenzo, à ce moment-là, qui est à la tête de la famille Médicis, puisque Lorenzo est mort, il va réussir à négocier à ce que l'armée ne fasse pas trop de dégâts dans la ville, etc. Mais néanmoins, le peuple, voilà, il tremblote un petit peu, ça lui a fait un petit peu peur, et là ils se disent, mince, mais Savonarola avait raison, le fléau est bel et bien arrivé, donc là vraiment ça lui a donné encore plus de pouvoir qu'il n'en avait déjà, mais alors l'apogée de son pouvoir, c'est le fameux épisode du bûcher des vanités. Le bûcher des vanités ? Ouais, c'est un joli nom, hein. Oui, enfin, quand on parle de bûcher, généralement c'est mauvais signe, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce bûcher des vanités, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, en 1497, donc le 7 février 1497 pour être précis, sur la place de la Seigneurie, eh bien, Savonarola va ériger le bûcher des vanités. Donc, en fait, il s'agit d'un énorme feu autour duquel va se rassembler le peuple de Florence. Et en fait, il va inviter le peuple à y jeter tous les objets qui s'apparentent au luxe, au narcissisme, à la frivolité, à la luxure. Et donc, il y a plein d'objets qui vont être jetés. Donc, moi, je pense à des bijoux, à des livres, à des perruques, des robes, des miroirs, des peintures païennes aussi. Est-ce que tu as des exemples à nous donner ? Oui, et là j'ai peur de contrarier ceux qui nous écoutent, mais il y a bien parmi ces peintures des peintures du fameux Botticelli qui vont périr dans les flammes. Donc des œuvres semblables au printemps ou à la naissance de Vénus qui ont été jetées dans les flammes. Qui s'est débarrassé de ces œuvres ? Bah, lui-même. C'est ça, ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que lui-même va les jeter dans le feu. Donc le peintre avait été d'une certaine manière endoctriné par Savonarola. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, après cet épisode, il me semble qu'il va pratiquement peindre que des sujets religieux. Comme la nativité mystique, par exemple, qu'il fait à la fin de sa vie. Par exemple. D'accord. Donc oui, on imagine qu'il existait probablement d'autres représentations de saisons ou de femmes nues et qui ont malheureusement tout été détruites ce jour-là. Oui. Et c'est tellement triste quand on passe, tu sais, dans les offices, donc le musée phare de Florence, et quand on voit en vrai la naissance de Vénus ou le printemps, on se dit waouh, c'est tellement dommage que ces peintures aient péri dans ces flammes parce que j'imagine qu'elles devaient être magnifiques. Et c'est vraiment dommage même de ne pas avoir, tu sais, pas de copies, mais des traces de brouillon, etc. On aurait pu avoir des croquis. Mais bon, ce qui finit bien quand même, enfin, en fait, les choses ne s'arrêtent pas là, puisque Savonarola, tu sais, avec tous ses prêchis-prêchats, toutes ses prédictions à l'encontre des Médicis, donc déjà, lui, ce qu'il va faire, il va réussir à pousser la famille Médicis à l'exil à partir de 1494. Ils ne vont revenir d'ailleurs que 4 ans après. Quand même. Donc lui, à ce moment-là, il jouit d'un pouvoir immense, mais ça ne va pas durer, puisqu'il s'en prend donc à la famille Médicis, mais pas que. Il va aussi s'en prendre au fameux pape Borgia. Voilà, et là il s'attaque à un peu plus puissant encore que les Médicis. Voilà, donc s'attaquer au vicaire du Christ, c'est quand même assez audacieux. Je pense qu'il faut être assez culotté. Oui, puis la famille Borgia, quand on connaît son importance dans l'histoire de Rome. Ouais, Alexandre aussi, c'était un sacré personnage. Pour le coup, le moralisateur qui était Savonarola, on peut comprendre
qu'il s'en est pris à lui parce que c'est pas du tout l'archétype du saint, quoi. Oui. Alexandre VI. Il avait des mœurs légères, bon, il a eu des enfants. On pense par exemple à César Borgia, qui va vraiment marquer l'histoire aussi de la Renaissance italienne. Donc lui, forcément, Alexandre VI, ça va pas du tout lui plaire. Donc au bout d'un moment, il se dit, bon, après lui avoir lancé des avertissements, il veut pas se taire, ok, on va passer aux choses sérieuses. Donc là, il ouvre un procès le 19 mai 1498, donc mené par son fils Cesare même en italien, et avec ses émissaires papaux. Et donc ils finissent tout simplement par le déclarer hérétique, et en conséquence de quoi Savonarola sera condamné au bûcher. Et il me semble que tu as une anecdote sur l'emplacement de ce bûcher. Ouais, exactement, parce que en fait, et c'est là qu'on voit que Alexandre VI ne manque pas d'humour, c'est qu'il décide de placer le bûcher à l'exact endroit où a été érigé 1 an plus tôt le fameux bûcher des Vanités. Et on peut encore voir de nos jours l'emplacement sur la place de la Seigneurie, il me semble, c'est ça ? Ouais. Alors, c'est vrai que c'est tentant de regarder le palais, les belles sculptures, etc. Mais il faut prendre aussi parfois le temps de regarder en dessous de nos pieds, puisque là, en l'occurrence, il y a une belle plaque qui commémore en fait la fin de Savonarola à l'exact endroit où a été érigé finalement les 2 bûchers. Donc si vous avez l'occasion d'aller sur la place de la Seigneurie, oubliez un peu ce qui se passe en l'air et regardez sous vos pieds. Eh ouais, il s'en est passé des choses devant le palais de la Seigneurie. Hein. C'est incroyable. Et encore de nos jours, on voit encore des traces de ce bûcher. C'est ça, il me semble que tu m'avais parlé d'autres représentations de ce bûcher dans certains musées. Oui, exactement. Dans le musée Gucci, que j'ai beaucoup aimé. Il est d'ailleurs sur la place de la Seigneurie aussi. Quand tu te balades dedans, tu es un peu surprise de rencontrer de belles fresques. Et une notamment qui représente en fait le fameux bûcher des Vanités. Donc encore de nos jours, on retrouve cette importance de l'art et de ces souvenirs florentins de sous les Médicis. Ouais, et c'est super marrant de retrouver un clin d'œil à cette anecdote dans le musée de Gucci qui n'a vraiment rien à voir. C'est une belle surprise. Tout à fait. Et Florence du temps des Médicis était une capitale des arts. Est-ce que selon toi, on peut encore utiliser ce terme de nos jours ? Je dirais que oui. Parce que Florence, c'est une ville qui est fortement marquée par l'art et l'histoire et par tous ces siècles qui ont fait de cette ville une cité unique, je dirais une cité magique. C'est quelque chose qui est célébré encore aujourd'hui, notamment dans le street art, qui est quelque chose d'extrêmement présent, qui fait, je pense, même partie du charme en fait de cette ville finalement. Et je pense par exemple aux fameuses représentations de l'artiste Blub, qui est en fait un artiste dont on ignore finalement l'identité. En fait, pour comprendre son art, en fait, il faut se pencher sur la fameuse nuit du 3 au 4 novembre 1966. Parce qu'en fait, Florence, à ce moment-là, connaît une inondation incroyable avec l'Arno, tu sais, le fleuve donc, qui coupe la ville en deux. Et ça cause des dégâts, des sacrés dégâts. Il y a plein de boutiques qui sont détruites. Tu regardes des photographies qui ont été prises à ce moment-là. Tu retrouves les voitures retournées, complètement inondées. Enfin, la ville est sans dessus-dessous. Je mettrai des images pour les auditeurs afin qu'ils puissent se rendre compte des dégâts. C'est assez impressionnant quand on les regarde. Et c'est quelque chose, je pense, qui va vraiment profondément marquer la ville à ce moment-là. Et donc, il y a un artiste, donc Blub, en l'occurrence, qui a choisi de se pencher sur cet événement et de montrer que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, l'art est tout de même éternel dans cette ville. C'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à Florence, et ça, peu importe ce qui peut arriver. Et ces représentations, ces œuvres graphiques représentent toutes des œuvres ou des personnages célèbres sous l'eau. Oui, c'est ça, c'est de personnalités en fait qui ont marqué la ville de Florence, mais pas que. Moi, par exemple, sur mon ordinateur, j'ai un sticker de Blub qui représente Marilyn Monroe. Qui n'a pas vraiment de lien avec Florence. Aussi, ou encore Amy Winehouse, ou même Van Gogh. Enfin voilà, ce sont des artistes au sens large. Et en fait, ils les représentent constamment sur un fond bleu et avec un tuba et des petites bulles comme ça. Donc c'est vraiment montrer, tu sais, l'art qui, même sous l'eau, continue de vivre et de briller. Donc oui, on trouve de l'art de partout dans Florence. Et j'ai une question un petit peu plus personnelle. Toi qui as vécu quelque temps sur place, quel est le lieu que tu recommanderais pour les personnes qui ont à visiter cette ville ? Quel est le lieu que tu as préféré ? Ah waouh. En fait, c'est super dur de répondre à cette question parce que ça dépend de ce qu'on recherche à Florence. Je dirais que si on veut un lieu touristique vraiment phare de la ville, moi je recommande vraiment à 100% les Offices.
parce que c'est le lieu, je dirais, incontournable, ou bien le Palazzo Vecchio, qui est donc sur la fameuse place de la Seigneurie, et c'est d'ailleurs là qu'a été tournée, tu sais, une partie du film Da Vinci Code. Rien que ça, donc oui, pour ceux qui en plus aiment les films. Donc voilà pour le lieu un petit peu touristique, si je puis dire, mais un lieu vraiment qui m'a vraiment surprise, qui m'a étonnée, qui m'a impressionnée même. Je dirais que c'est incontestablement la bijouterie Alessandro Dari. Elle est incroyable, cette boutique. Et il y a quoi dedans? Tease-nous un petit peu pour nous donner envie d'y aller. Alors en fait, c'est donc une bijouterie, mais elle est tellement originale dans le sens où en fait tu sens que le créateur, c'est un artiste un petit peu marginal peut-être, mais il retranscrit tout son univers dans cette boutique et c'est un peu comme un musée en fait. Quand tu entres, t'as des... je ne saurais pas comment te décrire l'ambiance, mais t'as des épées, t'as des, tu sais, des fioles avec plein de couleurs, t'as des mains dedans, t'as des... Enfin, c'est tout un univers. Un cabinet de curiosité d'une certaine manière? Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est une sorte de cabinet de curiosité et donc quand tu y vas, moi j'ai été tellement surprise qu'en fait tu y vas comme un musée et j'avais demandé si je pouvais prendre des photos, ils m'ont dit oui bien sûr, tu sais, comme s'ils avaient l'habitude et elle est vraiment waouh, extraordinaire. Moi il faut vraiment, si vous voulez pas acheter de bijoux c'est pas grave, il y a le Ponte Vecchio pour ça, mais alors allez-y parce que vraiment ça vaut le coup. Très bien, donc l'adresse, je mettrai le nom dans les informations, dans les détails de l'épisode pour ceux qui sont vraiment intéressés. En fait, c'est de l'autre côté de l'Arno, donc ça s'éloigne un petit peu du centre historique, mais c'est assez sympa là-bas parce que t'as plein de petites boutiques. T'as d'ailleurs une boutique qui vend des stickers de blog, donc c'est assez sympa. Moi, j'en ai acheté quelques-uns pour mon ordinateur. Et t'as aussi la boutique d'un autre artiste de street art qui s'appelle Clet et qui lui aussi fait des œuvres géniales. Donc si vous avez l'occasion aussi d'y aller, n'hésitez pas à aller le voir et peut-être que si vous avez de la chance, vous pourrez le rencontrer. Ouh, de quoi motiver encore plus les visites de ces quartiers. Exactement. Notre épisode touche à sa fin. Merci encore Farah pour tes explications, pour le partage de tes connaissances. C'était un très beau voyage qu'on a fait avec toi aujourd'hui pour guider un petit peu les auditeurs qui aimeraient avoir des informations et suivre un petit peu tes découvertes et tes anecdotes historiques. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Alors, d'abord, merci Célia pour ton invitation. C'était vraiment un plaisir de parler de Florence. C'est toujours un plaisir. Tous les chemins mènent à Florence sur un souffle d'histoire. Et alors justement, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, eh bien vous avez le blog Un souffle d'histoire ou encore les pages sur Facebook ou Instagram qui sont donc des extensions du site, tout simplement. Et sur lesquels on peut découvrir des articles sur la girafe des Médicis, mais pas que. On peut avoir des articles sur la mythologie grecque, la mythologie romaine, des personnages emblématiques comme Catherine II de Russie, bref. Un blog de qualité, donc allez tous y jeter un coup d'œil. Merci beaucoup, Célia. Merci beaucoup, Farah, et à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura appris plein de nouvelles choses sur Florence au temps des Médicis et vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire incroyable de cette ville italienne. Merci encore à Farah du blog Un souffle d'histoire pour ce riche échange et son partage de connaissances passionnées. N'hésitez pas à vous abonner à Aréculture sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie et à me suivre sur Instagram sous le pseudo Aréculture Podcast tout attaché ou Facebook sur la balançoire de Fragonard pour les annonces des prochains podcasts. À bientôt pour de nouvelles découvertes.